On va continuer aujourd'hui. Je vais vous donner la transcription. Ne va pas. On va travailler sur ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet? Simplification, ça vise à l'évaluation de Évolution. Quel type d'évolution? Pour moi, je pense que c'est le développement des citoyens qui habitent en Lyon, par exemple à Paris, et après on déplacé aux autres lieux et aussi devenir pour travailler et traverser. C'est l'exemple que je vous avais donné sur les Parisiens qui allaient en campagne, par exemple, et qui faisaient augmenter le prix des loyers. Oui. Ça, c'est un exemple de gentrification. Et il y a aussi des gens de la ville dans la même ville. Ici, à Montpellier, ça a toujours été un quartier riche pour les expatriés. ខេត្តដែលវត្តភ្នំ Non, Bikeke-Moui. Bikeke-1. វាគេគេអាប់ Est-ce que ça a toujours été un quartier riche, j'imagine, pour les expatriés? វា It's always been like this. ទូសុ So, is there any area in Montpellier that used to be for, not necessarily the poor people, but the people like middle class or working class, and that eventually became an expensive area with more stores, more shops, and richer people living there? ខេត្តដែលជួយចង្វាc'est avant Linked to the brain? oui il y a beaucoup mais peut-être 2018 il y a beaucoup de constructions des bâtiments des maisons et après le sol très cher et il y a beaucoup de marchés par exemple macro et aussi bâtiments de gouvernement ça oui et très cher par exemple Maintenant, c'est très cher. très cher Avant, ce n'était pas oui cher. oui oui Ça, ce phénomène, cette évolution, passer de accessible, pas très cher, à très cher, c'est aussi ça la gentrification. oui On passe d'un quartier populaire et accessible à quelque chose de plus accessible du tout et de très cher. Et la
Bonjour et bienvenue dans le Grand Mall d'Éco. Nous voici à 30 rues, à une encablure de Nantes. Pendant des siècles, ces maisons de pêcheurs ont vécu au rythme des marées, des dockers, des chantiers navals. Aujourd'hui, Trente-Mont n'est plus un quartier populaire. Moins de 10% de la population est ouvrière contre les 2/3 il y a 40 ans. Des cadres ont grignoté petit à petit la place et le quartier est aujourd'hui un haut lieu de la halte nantaise. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Pourquoi et comment ça arrive? Et est-ce que c'est un mieux économique ou une machine à exclure? Nous vous avons posé la question. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à la gentrification? Il y a, dans un quartier, ça ramène des populations un peu plus riches, ça ramène aussi des nouveaux commerces. Par contre, ça fait monter des prix et des immobiliers. Ceux qui ont moins de moyens, effectivement, se retrouvent obligés soit de sortir de vivre. Ils sont encadrés par soit les mairies, soit par l'État. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'une seule classe sociale qui a accès à un endroit, quoi. Bonjour Virginie Grandhomme. Bonjour. Vous êtes sociologue à Audencia. Première question, la gentrification, quelle est la définition? Alors, ce terme, il a été inventé et établi scientifiquement par Ruth Glass dans les années 60. À l'époque, cette sociologue, elle observe ce processus au sein des quartiers populaires de Londres et elle voit que progressivement la population ouvrière est poussée à l'extérieur de ces quartiers au profit d'une autre classe sociale qui est plus aisée économiquement. C'est la bourgeoisie londonienne, qu'on appelle aussi la gentry. Unité 5. Mondes urbains. Page 75. Document D. Quand les quartiers mutent. Bonjour et bienvenue dans le Grand Mall d'Éco. Nous voici à 30 rues, à une encablure de Nantes. Pendant des siècles, ces maisons de pêcheurs ont vécu au rythme des marées, des dockers, des chantiers navals. Aujourd'hui, Trente-Mont n'est plus un quartier populaire. Moins de 10% de la population est ouvrière contre les 2/3 il y a 40 ans. Des cadres ont grignoté petit à petit la place et le quartier est aujourd'hui un haut lieu de la halte nantaise. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Pourquoi et comment ça arrive? Et est-ce que c'est un mieux économique ou une machine à exclure? Nous vous avons posé la question. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à la gentrification? Il y a, dans un quartier, ça ramène des populations un peu plus riches, ça ramène aussi des nouveaux commerces. Par contre, ça fait monter des prix et des immobiliers. Ceux qui ont moins de moyens, effectivement, se retrouvent obligés soit de sortir de vivre. Ils sont encadrés par soit les mairies, soit par l'État. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'une seule classe sociale qui a accès à un endroit, quoi. Bonjour Virginie Grandhomme. Bonjour. Vous êtes sociologue à Audencia. Première question, la gentrification, quelle est la définition? Alors, ce terme, il a été inventé et établi scientifiquement par Ruth Glass dans les années 60. À l'époque, cette sociologue, elle observe ce processus au sein des quartiers populaires de Londres et elle voit que progressivement la population ouvrière est poussée à l'extérieur de ces quartiers au profit d'une autre classe sociale qui est plus aisée économiquement. C'est la bourgeoisie londonienne, qu'on appelle aussi la gentry. Unité 5. Mondes urbains. Page 75. Document D.
Quand les quartiers mutent. Bonjour et bienvenue dans le Bon Mot d'écho. Nous voici à 30 Mous, à une encablure de Nantes. Pendant des siècles, ces maisons de pêcheurs ont vécu au rythme des marées, des dockers, des chantiers navals. Aujourd'hui, 30 Mous n'est plus un quartier populaire. Moins de 10% de la population est ouvrière contre les 2/3 il y a 40 ans. Des cadres ont grignoté petit à petit la place et le quartier est aujourd'hui un lieu de la halte nantaise. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Pourquoi et comment ça arrive? Et est-ce que c'est un mieux économique ou une machine à exclure? Nous vous avons posé la question. Dans un quartier, ça ramène des populations un peu plus riches, ça ramène aussi des nouveaux commerces. Par contre, ça fait monter des prix et des immobiliers. Ceux qui ont moins de moyens, effectivement, se retrouvent obligés soit de sortir de ville. Encadrés par soit les mairies, soit par l'État. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'une seule classe sociale qui a accès à un endroit, quoi. Bonjour Virginie Grantôme. Bonjour. Vous êtes sociologue à Audencia. Première question, la gentrification, quelle est la définition? Alors, ce terme, il a été inventé, établi scientifiquement par Ruth Glass dans les années 60. À l'époque, cette sociologue, elle observe ce processus au sein des quartiers populaires de Londres et elle voit que progressivement la population ouvrière est poussée à l'extérieur de ces quartiers au profit d'une autre classe sociale qui est plus aisée économiquement. C'est la bourgeoisie londonienne, qu'on appelle aussi la gentry. Alors, voyons voir ce que vous avez. các bạn này mấy lượng về David class social nó không ta class social thế nào Bishop Come a stare. Non vuole, metti c'è un commercio non può đây kìa nouveau commerce Je peux vérifier peut-être que tu crois que c'est un commerce. Non,
tout le monde. Lemon. Lemon ay anak ka. Bakit? Không siêu chị là bạn phải sửa economic nouveau commerce classe sociale riche C'est pas dans les 60, c'est les années 60. Qu'est-ce que ça veut dire dans les années 60? Ça va des années 60. 1900 On peut appeler aussi ça la décennie 60. C'est ça les années. Elle observe ce processus au sein des quartiers. décennie. Sociologue. Ok. Maintenant qu'on a le texte avec toutes les idées, on va pouvoir en discuter un petit peu sur l'explication de ce phénomène de la gentrification. Alors, peut-être il y avait une des questions dans la compréhension orale, c'était quel est le titre de ces trois parties. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Cette partie-là, on peut en parler comme ici. Quand on pose la même question à plusieurs personnes dans la rue, je vous ai donné l'expression alors. Trop. Ici, c'est une interview. C'est à peu près, je pense, micro-trottoir. On peut mettre cette évolution. Donc, dans le reportage de l'introduction, on a
a ici une explication avec un exemple de la gentrification. On a l'exemple de ce village à une encablure de Nantes. Ici, vous avez cette expression. À une encablure de, qui signifie près de, c'est vraiment à côté de, à une encablure. Pendant des siècles, ces maisons de pêcheurs ont vécu au rythme des marées, des dockers et des chantiers navals. Donc, pendant très longtemps, dans ce village, à côté de Nantes, les habitants étaient des pêcheurs. Tout le village, c'était pour des pêcheurs, avec des maisons de pêcheurs. Et donc aussi, un quartier populaire. Alors, ici, quand on parle de quartier populaire, c'est pour des gens du peuple, donc des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Dans une société, vous avez plusieurs classes sociales. Est-ce que vous connaissez ça? Une classe sociale. Qu'est-ce qu'on a comme différentes classes sociales? Dans une société, dans une ville, dans un pays, qu'est-ce qu'on a comme classe sociale? On peut parler de la classe ouvrière. On parle de la classe moyenne. Et en règle générale, on va parler de la bourgeoisie. Donc, au niveau de l'argent, ça fait comme ça. Ici, moins d'argent, ici, ok, et ici. Donc, en règle générale, la classe ouvrière vit dans un quartier populaire. Donc, un quartier pour le peuple, un quartier pour les pauvres. Et la bourgeoisie, en général, vit dans le centre-ville. Dans un quartier riche. La classe moyenne, elle navigue entre les deux. La classe moyenne plus, la classe moyenne moins. Certaines personnes dans la classe moyenne seront plus proches de la classe ouvrière, d'autres plus proches de la bourgeoisie. Ça dépend des revenus. En règle générale, on va classer la société ou une ville dans ces trois catégories. Bien sûr, parfois il y en a d'autres, mais disons pour faire un raisonnement un peu plus simple, c'est comme ça. Donc, dans ce village, pendant des siècles, c'était un quartier populaire, classe ouvrière avec des pêcheurs. Aujourd'hui, moins de 10% de la population est ouvrière. Moins de 10%. Alors qu'avant, tout le quartier, c'était un quartier populaire de la classe ouvrière. Le quartier aujourd'hui, un haut lieu de la hype nantaise. Donc un quartier riche, un quartier qu'on appelle aussi un quartier bobo.
C'est une expression qu'on utilise en français. Quartier bobo. Un quartier riche, un quartier bobo. Bobo pour bohème chic, donc des gens qui mangent bien, qui sont véganes, qui mangent des fruits, des légumes, qui font du sport, qui mettent des vêtements très chers. Tout ça, c'est la bourgeoisie, des gens qui ont de l'argent. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la gentrification. C'est quand une classe sociale dans une ville est remplacée par une classe sociale plus élevée. Quand un quartier populaire de la classe ouvrière évolue avec de plus en plus de gens riches qui viennent y habiter. Pourquoi ils viennent au début, à votre avis? Vous avez un quartier populaire avec des gens de la classe ouvrière et petit à petit, les bourgeois viennent s'installer dans le quartier. Pourquoi? Exactement. Si c'est un quartier populaire, c'est fait pour la classe ouvrière. La classe ouvrière a moins d'argent. Donc, l'immobilier coûte moins cher. Les commerces coûtent moins cher aussi. Et donc, pour les gens qui ont plus d'argent, c'est un bon plan, parce que comme ça, ils peuvent avoir plus de choses. Ça coûte moins cher que dans les quartiers riches ou dans les quartiers pauvres. Ça, c'est au début. Le problème, c'est que leur présence augmente le prix du quartier. Parce que comme ils sont là, ils ont plus d'argent, les propriétaires immobiliers, imaginez vous êtes propriétaire d'un appartement dans le quartier à 30 francs. C'est une classe ouvrière. En général, les locataires sont des pêcheurs. Donc ils vont payer peut-être 100 $, 100 € par mois pour un appartement de 3 pièces. Et soudainement, vous avez un bourgeois de la ville qui vient, un couple, et qui gagne peut-être 6 000 € par mois. Est-ce que le propriétaire va leur demander 100 € par mois pour le loyer? Non, ils vont demander plus. Ils ont plus d'argent, donc les loyers augmentent. C'est logique. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Si un produit est rare, il devient plus cher. Si une population devient plus riche, les prix augmentent. Tout le monde veut gagner plus d'argent. Monsieur, on peut dire demand aussi. Demand en anglais, mais je ne sais pas en français. Demand, ça veut dire plus de personnes qui ont visité là, dans le propriétaire et répondent qu'il n'y a pas beaucoup le terre ou le cachement comme ça. Alors, ils montent aussi le prix. C'est l'offre et la demande. Donc ici, dans ce quartier, donc on reste avec notre propriétaire qui voit un bourgeois arriver avec plus d'argent. Et donc, il va augmenter son loyer. Avant c'était 100 €, maintenant ça va être 500 €. Mais c'est encore facile à payer pour la personne qui gagne 6 000 €. Et donc le propriétaire, je gagne plus d'argent, mais je peux gagner plus d'argent. Et donc
Le bourgeois part, un nouveau bourgeois arrive, et là, cette fois, le loyer, c'est 1 000 euros. Et les bourgeois arrivent et disent, chez nous, dans notre quartier, le loyer, c'est 3 000 euros, ici, c'est 1 000, donc c'est très bien. Et donc, le propriétaire, le premier propriétaire, discute avec d'autres propriétaires. Ils disent, moi, maintenant, je peux gagner 1 000 euros. Ah, mais moi, j'ai un pêcheur et je gagne 100 euros. Est-ce qu'il veut garder le pêcheur dans son appartement? Non. Lui aussi, il veut gagner 1 000 euros par mois. Donc, un propriétaire, deux propriétaires, 10, 12, 100, qui veulent gagner plus d'argent. Et donc, les pêcheurs, payer 100 euros par mois, c'est possible. Payer 1 000 euros par mois, ce n'est plus possible. Donc, ils sont obligés de partir du quartier. Et ils sont remplacés par d'autres personnes qui viennent payer 1 000 euros. Cette évolution, ce changement de classe sociale dans les habitants, c'est ce processus-là, la gentrification. On passe d'un quartier populaire, pas très cher, avec des gens de la classe ouvrière, des pêcheurs, des ouvriers, des agriculteurs, des gens qui ont un salaire un peu moyen ou petit, et qui sont remplacés par des gens qui ont un pouvoir financier plus important. Et à la fin, tout le quartier est transformé. Et ici, par exemple, moins de 10% de la population est ouvrière. Alors que pendant des siècles, c'était des maisons de pêcheurs. Donc pendant 200 ans, par exemple, des pêcheurs, des pêcheurs, des pêcheurs. Et depuis 40 ans, il y a 40 ans, les 2 tiers étaient pêcheurs, et aujourd'hui, moins de 10%. Donc il y a eu quand même une évolution. Et tous ces gens de la classe ouvrière sont obligés de quitter le quartier et d'aller s'installer plus loin de la ville, là où c'est moins cher. Et progressivement, tout autour de la ville, les quartiers deviennent plus chers. Et la vie devient plus chère aussi. Et donc la question qui est posée ici, c'est pourquoi et comment ça arrive? On a un peu répondu. Mais surtout, est-ce que c'est un mieux économique? Est-ce que c'est positif pour la ville? Ou est-ce que c'est une machine à exclure? Donc faire partir les gens plus pauvres de la ville. Pose, ça va, vous comprenez l'évolution? Quand on pose la question sur le micro-trottoir, les gens, ça ramène des populations un peu plus riches et donc des nouveaux commerces aussi. Parce que tout le quartier change. Les commerces aussi, ils changent. Parce que les loyers deviennent plus chers, mais des petits commerces, les gens vendent des fruits et des légumes pas très chers, ou de la nourriture pas très chère, des vêtements pas très chers. Les gens qui arrivent avec beaucoup plus d'argent, pour eux c'est très bien vivre. Mais si le propriétaire veut gagner plus d'argent, la personne qui vend des fruits et légumes veut gagner plus d'argent, la personne qui vend des vêtements veut gagner plus d'argent. Tout le monde veut gagner plus d'argent parce qu'il y a plus d'argent dans la vie. Et donc automatiquement, les commerces changent aussi. Il y a de nouveaux commerces, des gens un peu plus riches, les prix et l'immobilier, ça augmente. D'autres sont obligés de sortir dans la ville. Et pour cette personne, il faut que ce soit encadré par les mairies. Donc ici, cette phrase, comment est-ce que vous comprenez ça? Il faut que ce soit encadré par soit les mairies, soit l'État ou le gouvernement. Comment est-ce que vous comprenez ça? Le milieu, il doit faire la loi pour les habitants dans certains quartiers. C'est ça. Parce que on ne peut pas faire confiance à un propriétaire, par exemple. Un propriétaire d'appartement ou de maison, son objectif c'est de gagner de l'argent. Il n'y a pas de sentiment. Mais si le gouvernement dit dans ce quartier, par exemple, le prix moyen du loyer c'est 200 €.
les propriétaires n'ont pas le droit de demander plus. Ça peut être une règle pour éviter justement ce phénomène de gentrification, pour que les gens qui habitent depuis des siècles dans le quartier puissent rester dans le quartier. En France, ce n'est pas encadré. Et c'est même encore pire, parce que louer un appartement, c'est bien. Mais aujourd'hui, le problème en Europe, parce qu'il y a le problème en France, en Angleterre, en Espagne aussi, c'est que des gens très riches de la bourgeoisie achètent des appartements dans les quartiers populaires et les transforment en Airbnb. Est-ce que vous connaissez Airbnb? Qu'est-ce que c'est Airbnb? C'est pour les entreprises. Pour réserver les chambres, les appartements pour rester pendant leurs vacances. Exactement. C'est comme un hôtel, mais chez les gens. Mais le problème de Airbnb, c'est que ça coûte plus cher qu'un loyer. Et quand il y a trop d'appartements Airbnb, si vous vivez dans la ville, vous n'avez pas envie d'un Airbnb, vous avez envie d'un vrai appartement à vous, de louer votre appartement, d'avoir un contrat pendant 1 an ou 2 ans. Airbnb, ce sont des appartements avec des contrats courts, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum. Et donc les prix sont plus hauts aussi. Et s'il n'y a personne, la population locale, elle ne peut pas habiter dans des Airbnb. Donc les meilleurs appartements sont pour Airbnb. Dans une ville comme Barcelone, par exemple, la population est très énervée contre les touristes. Et ils font souvent des petites agressions contre les touristes. Euro trip, you may not get the warm welcome you're hoping to receive. Thousands in Spain, Italy, and Portugal are protesting tourism. This was the scene in Barcelona, Spain on Sunday. Protests are taking place across southern Europe against over-tourism, with one group reportedly encouraging demonstrators to bring water pistols to their rally. Public frustration has been mounting over what protesters describe as unsustainable levels of tourism, accused of driving up living costs, displacing residents from affordable housing, and overcrowding city centers. In 2024, approximately 26 million tourists visited Barcelona, a city with a population of just 1.6 million. A city-conducted survey revealed that 31% of residents view tourism as harmful, the highest percentage recorded to date. Some organizers have dismissed the counter-argument that tourism supports local economies by generating jobs and revenue. Nosotros necesitamos un turismo responsable, no un macroturismo, sino un turismo que respete la salud, respete el trabajo, respete la dignidad y respete a todas las trabajadoras que trabajamos en este sector, ¿no?, turístico, porque lo único que nos trae es pobreza. Nosotras no tenemos beneficio de este turismo, de este macroturismo. Nos afecta en la vivienda porque cada vez más nos echan de los pisos para volverlos turísticos. Donc ça, c'est une autre forme de gentrification. Quand un quartier populaire devient touristique, avec l'influence de Airbnb, par exemple. À Barcelone, si vous voulez aller en vacances à Barcelone, il faut faire attention parce qu'ils sont un peu là. Donc peut-être mettre des règles, des lois pour
faire encadrer les voyous. Et aussi, ce n'est pas normal qu'il n'y ait qu'une seule classe sociale qui ait accès à un endroit. Parce que dans la ville, certains quartiers sont interdits à la classe ouvrière. Alors pas littéralement, ce n'est pas dit non, on ne veut pas de la classe ouvrière ici, mais les prix sont tellement hauts que personne dans la classe ouvrière ne peut habiter dans ces quartiers. Et parfois, ce sont des quartiers où les classes populaires ont habité pendant des siècles et des siècles. Donc, à la fin, on a une interview de Virginie Granton, qui est sociologue. Est-ce que vous savez ce que c'est, sociologue? Travaille sur quoi? C'est la société. Un sociologue, c'est quelqu'un qui a étudié, qui travaille dans la sociologie. La sociologie, c'est l'étude de la société. Étude de la société. Donc, quelqu'un qui essaye de comprendre comment fonctionne la société, certains mouvements dans la société, les classes sociales, par exemple. C'est un sociologue français très connu qui s'appelle Pierre Bourdieu. Qui était sociologue aussi, qui avait créé un concept de sociologie qu'il a appelé le déterminisme social. On n'avait jamais parlé de ça? Peut-être on en avait déjà. L'idée de Pierre Bourdieu, qui est du déterminisme social, c'est que si on a ces trois classes sociales, la classe ouvrière, la classe moyenne, la classe de la bourgeoisie, une personne qui est née dans la classe ouvrière, c'est presque impossible d'arriver dans la bourgeoisie. Parce que l'environnement dans lequel on est dans la classe ouvrière, on a moins accès à la culture, moins d'argent, moins accès aux études, et donc c'est difficile de se hisser socialement, d'aller dans une classe sociale plus haute. Et que d'une manière ou d'une autre, on naît, on vit et on meurt dans la même classe sociale. Il y a des exemples de gens qui arrivent à faire le contraire, qui naissent dans un contexte assez pauvre et qui réussissent à avoir un très bon métier, à avoir de l'argent, mais c'est un peu rare. Et de la même façon, quelqu'un qui est né dans la bourgeoisie, il ne va pas finir dans la classe ouvrière. Donc c'est difficile de monter, c'est presque impossible de descendre. Ça, vous avez compris. Donc Virginie Granton, elle est sociologue. Et donc elle parle de l'évolution et de la définition en quelque sorte de la gentrification, avec l'exemple de Londres. Donc, dans les années 60, et Rose Place, elle observe dans les quartiers populaires, dans les quartiers de la classe ouvrière, la population ouvrière, donc les gens un peu moins riches, comme les pêcheurs par exemple, ou les gens qui travaillent dans l'usine, progressivement poussés à l'extérieur. Donc, dans les quartiers, les prix augmentent, donc ils doivent quitter les quartiers.
départir plus loin de la ville et être remplacé par une classe sociale plus aisée financièrement. Est-ce que vous comprenez cette expression? Être aisé financièrement. Aisé, c'est un synonyme de facile. Aisé financièrement, c'est une expression pour dire c'est facile d'avoir de l'argent, des gens qui ont de l'argent. Aisé financièrement, c'est être riche. Financièrement. Donc c'est la bourgeoisie londonienne, qu'on appelle aussi gentry. Et c'est pour ça que gentry a donné le nom à la gentrification. Parce que c'est partie de cet exemple. C'est Ruth Glass qui a créé ce concept. Elle a pris comme exemple la gentry. Les bourgeois de Londres qui sont arrivés dans les quartiers populaires et qui les ont transformés en quartiers plus riches. Et aujourd'hui, Londres, c'est une des villes les plus chères dans le monde. Et toute la classe ouvrière habite en banlieue. À Paris, c'est la même chose. Voilà comment on peut expliquer la gentrification. Est-ce que ça va? C'est un peu plus clair? Alors maintenant, ma question c'est, est-ce que ça existe à Pompey? Est-ce que vous avez des exemples de quartiers ou même de toute la ville avec un phénomène de gentrification? Est-ce que ça existe à Pompey? D'après vous, est-ce que c'est une évolution plutôt positive ou plutôt négative? Parce que la ville de Pompey change aussi. Tous les jours, il y a de grands buildings qui sont construits. Avant les buildings, il n'y avait rien ou de vieilles maisons qui sont détruites pour grandir, pour construire de grands buildings. Ça aussi, ça fait partie de la gentrification. Est-ce que c'est une évolution positive ou négative? Plutôt positive. Il y a du bon et du mauvais. Mais est-ce que c'est plus positif ou plus négatif, d'après vous, cette évolution? Selon moi, c'est la plus positive que négative. C'est un partie de développement du pays. Malgré les gens doivent déménager, c'est encore plus mieux qu'on reste dans le même état. Même si on sacrifie la classe populaire?
Parce que si le coût de la vie à Phnom augmente, mais que les salaires n'augmentent pas, c'est pas grave. Toute la classe ouvrière va être obligée de quitter la ville, de retourner en province. Oui, c'est pas vraiment sacrifié, mais on voit le gouvernement essayer de grandir la ville. Est-ce que tu avais un exemple à Séoul ou dans une autre ville en Corée du Sud? Oui, Séoul aussi, ils proposent beaucoup de simplification. En Séoul, le prix de louer est très cher. Par exemple, avant, il y a beaucoup de la classe, beaucoup de personnes, la classe ouvrière. À Séoul? Oui, par exemple, en quartier, il y a beaucoup de la classe ouvrière à Paris, mais c'est pas le prix du loyer est pas cher. Le prix de l'immobilier? Oui, le prix de l'immobilier pas cher. Mais après, supermarché touristique, développer le touristique, après le développement, le prix immobilier a changé plus cher. Oui, donc beaucoup de personnes originales. Oui, loin du centre-ville. Donc la même situation, qui sont Oui, obligés de partir du centre-ville. Oui, beaucoup de quartiers comme ça. Et alors d'après toi, est-ce que c'est une évolution positive? Plus positive ou plus négative? Parce que le coréen, c'est négatif. Parce que le prix de l'immobilier de Séoul est très cher. Plutôt négatif. À cause de l'augmentation du prix. Oui, prix négatif. En fait, le problème, c'est que cette phrase-là, ce n'est pas normal qu'il y ait une seule classe sociale qui puisse avoir un bénéfice de ça. Parce que c'est à cause de la classe sociale la plus élevée. Parce que si la bourgeoisie reste dans un quartier riche, tout le monde reste, les riches dans les quartiers riches, la classe ouvrière dans un quartier populaire, et tout le monde est content. Mais si la bourgeoisie vient dans les quartiers populaires, augmente tous les prix, fait partir la classe populaire, c'est pas correct. Et en même temps, pour la bourgeoisie, c'est logique aussi. Ils ont plus d'argent, ils peuvent aller dans un endroit où c'est moins cher, ils vont dans un endroit où c'est moins cher. C'est logique aussi. Mais peut-être que mettre des règles, ce serait un peu mieux. Est-ce que vous avez des questions sur le vocabulaire ou sur l'idée de ce texte?
machine à exclure. Donc la gentrification. Donc, est-ce que c'est un mieux économique, donc plus d'argent, une idée, un concept, une évolution positive pour l'argent, ou alors une machine à exclure. Donc tu comprends une machine. Ici, exclure, c'est comme tu l'as expliqué, faire partir la classe ouvrière. Donc, exclure, l'exclusion, c'est faire partir d'un groupe. Exclure quelqu'un, c'est par exemple, tu vois au football, le carton rouge, c'est pour faire exclure. C'est le joueur part du terrain. Donc ici, c'est un peu ça. Est-ce que la gentrification, c'est un carton rouge pour la classe ouvrière? Est-ce qu'on fait partir la classe ouvrière de la ville à cause de la gentrification? D'autres questions? Ici, des cartes en grignoté. Alors, grignoter, c'est manger. Grignoter, c'est manger un petit peu. Ici, des cadres. Un cadre dans une entreprise, c'est quelqu'un qui est dans une position élevée de direction. Donc, les cadres ont grignoté petit à petit la place. Ça veut dire que des gens qui travaillent, qui ont un poste élevé dans une entreprise, petit à petit, ont commencé à habiter et s'installer dans le quartier. Donc petit à petit, ils ont mangé tout l'espace et les classes ouvrières ont été obligées de partir. Et ils ont remplacé petit à petit. Parce que ce phénomène-là de la gentrification, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas dimanche, toute la classe ouvrière est là, et lundi, la bourgeoisie arrive et fait partir tout le monde. C'est une évolution un peu lente, progressive, mais qui, à la fin, fait partir toutes les classes populaires. Parce que tout le quartier évolue. Ce n'est pas seulement le loyer, mais c'est aussi les commerces. Pour acheter des fruits, des légumes à manger, ça devient plus cher. Donc vous êtes obligé, pour la classe ouvrière, d'aller dans des magasins plus loin, plus moins cher. Ça peut être aussi les écoles. Les écoles deviennent des écoles privées, des écoles beaucoup plus chères, beaucoup plus sélectives. Et donc, les gens de la classe ouvrière doivent envoyer leurs enfants plus loin. C'est tous les accès à le cinéma, par exemple. Les salles de cinéma vont devenir plus chères. Tout l'aspect culturel, l'aspect loisir, sportif aussi. Tout devient plus cher. Donc, ce n'est pas seulement le loyer, c'est tout le quartier qui devient inaccessible. Voilà ce que c'est la gentrification. Alors, je voulais demander un petit peu, ici vous avez une autre question. Alors, vous avez cette production écrite-là. On ne va pas la prendre exactement. En tout cas, vous allez écrire un petit mot quand même. Je voudrais votre opinion sur l'évolution de votre ville. Ça peut être Phnom Penh, ça peut être Séoul aussi. Donc on n'est pas obligé de prendre ce sujet-là. C'est juste pour vous donner un peu par rapport à la gentrification, par rapport à l'évolution de la ville de Phnom Penh. Quelle est votre opinion? Quels sont les aspects positifs? Quels sont les aspects négatifs de l'évolution de Phnom Penh? Donc, ce
Ce n'est pas vraiment ce sujet, c'est juste. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce sujet, d'accord? On va plutôt faire autre chose. Le sujet, c'est. Ça. Il évolue, il change. Donc ici, quand on parle de votre ville, ça peut être Phnom Penh ou ça peut être Séoul, peu importe. La gentrification. Certains quartiers. Vous donnez votre opinion sur les aspects positifs et négatifs dans il n'y a pas de forme spécifique pour ce texte. Comme si le sujet là c'était un post sur Facebook et vous écrivez en commentaire pour donner votre un petit texte. Vous allez voir un peu ça. Vous donnez votre opinion sur l'évolution. Vous pouvez choisir l'aspect de la ville que vous voulez. Ça peut être les bâtiments, ça peut être la gentrification, ça peut être le tourisme, les nouveaux bâtiments, ce que vous voulez. Votre opinion sur l'évolution de la ville. Donc, ça peut être Phnom Penh, ça peut être Séoul. Tu peux donner ton opinion sur Phnom Penh aussi. Ou une autre ville dans laquelle vous avez vécu. Peu importe. Mais c'est juste pour avoir quelques idées de votre opinion sur votre ville. Et bon, en fait, ça peut être Phnom Penh, ça peut être votre ville de province aussi que vous voyez évoluer. Disons, une ville que vous connaissez bien, qui a beaucoup changé, qui change beaucoup. Et de ce changement, quels sont les aspects positifs, quels sont les aspects négatifs? Vous comprenez? Ok. Vous avez un peu de papier, vous pouvez même écrire au dos de la transcription si vous voulez, ou sur la tablette. Vous pouvez commencer à écrire, ensuite je récupère une pièce. Vous avez 20 minutes pour rédiger un texte. Cảm ơn như vậy.
Merci.